je peux le faire après. Toujours à la vidéo, donc mon parcours a un petit peu évolué chez Sony, mais ça, j'en parlerai un petit peu après. Mais ça fait 13 ans que je travaille dans la musique et bon, sur grosso modo le divertissement en ligne. Donc plutôt sur le secteur de la culture, musique, cinéma. J'ai une petite phase sur le cinéma et donc je suis revenue à la musique qui était plutôt mes premiers amours là il y a 6 ans. Et voilà, je manage une équipe de 3 personnes qui sont en charge de m'accompagner dans tout ce qui est relatif aux exploitations vidéo chez Sony Music. Donc tout ce qui touche à la production vidéo, à la distribution de notre catalogue vidéo sur les plateformes partenaires et à la création de contenu vidéo dédié donc à ces plateformes. Donc principalement YouTube Vevo, que vous connaissez sans doute tous. Il y a une autre personne qui s'occupe de la partie réseaux sociaux, mais comme maintenant YouTube est un gros réseau social aussi, on travaille vraiment main dans la main avec cette personne et cette équipe pour voilà, établir des stratégies de production de contenu et de diffusion de contenu pour nos artistes qui leur permettent de développer leurs audiences au maximum et évidemment aussi de monétiser ces audiences, c'est-à-dire de pouvoir également gagner de l'argent sur cette partie-là de leur projet et pas seulement du coup sur la partie audio de leur projet, qui est une partie qu'on connaît effectivement en général plus. Voilà pour moi en quelques mots. D'accord, super. Moi, j'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans il y a quelques temps. Toi, qu'est-ce que tu imaginais faire à mon âge? Alors moi, à 17-18, en fait, moi j'ai un parcours, j'étais au lycée, j'ai fait un bac LR plastique. Moi, je me destinais plutôt initialement au métier du coup de la création artistique, puisque je dessine, je peins activement depuis que je suis toute petite. Donc ça a toujours été une partie très importante, en tout cas dans mon parcours. Il se trouve que du coup, j'ai choisi de faire une classe préparatoire littéraire à la sortie du lycée plutôt que de me lancer dans une carrière purement artistique pour pouvoir voir ce que m'apporte, pour avoir une approche un peu plus voilà, rigoureuse, en tout cas de mon travail, pour pouvoir apprendre une méthode de travail. Il se trouve que du coup, j'ai switché sur l'hypocagne et la cagne, ensuite sur la philosophie et ensuite pour passer le concours du CELSA, donc, qui est l'école de communication intégrée à Paris 4. Donc, je me destinais plutôt au métier artistique et ou à l'écriture journalistique ou d'auteur, ce que j'ai continué à faire en parallèle de tout mon parcours, du parcours que j'ai suivi. Mais voilà, donc c'est ce à quoi je rêvais plutôt quand j'avais 17-18 ans. Mais il y a un principe de réalisme qui m'a, on va dire, rattrapée. Et j'ai voulu, au fur et à mesure, j'ai plutôt voulu m'orienter sur une carrière un peu plus non pas concrète, parce que ça voudrait dire que les métiers d'artiste ne le sont pas, et c'est pas du tout ce que je veux dire, mais en tout cas avec des débouchés plus pratiques, on va dire. Donc c'est vrai que le CELSA m'a offert deux choses. De continuer mon parcours, enfin mon socle d'apprentissage en sciences humaines, ce qui était une partie vraiment très, très intéressante et très importante pour moi, que j'avais commencé à développer via l'hypocagne et la cagne. De pouvoir continuer à écrire et à créer de mon côté sur mon temps libre. Et effectivement, d'avoir aussi d'acquérir des méthodes de travail et une rigueur et une application dans le travail qui m'a servi de socle et qui a été fondateur dans mon évolution personnelle et professionnelle. Voilà. D'accord, ok. Ouais, et Ouais. pardon. Non, vas-y, continue. Non, je t'en prie. Mais du coup, effectivement, la musique faisait partie de ma vie, mais pas de manière aussi franche qu'actuellement. Je ne suis pas musicienne moi-même, ce qui est un peu effectivement... mais ce qui ne m'empêche pas d'être passionnée de musique depuis que je suis petite. Et c'est pas parce que je la pratique pas moi-même que ce domaine ne m'intéresse pas. Et je le vois comme une extension, en fait, de la création, un autre domaine. Et limite, de ne pas le pratiquer moi-même me permet d'être encore plus, intéressée, fascinée et comment dire,
et attentive à ce à ce que les artistes musicaux peuvent faire justement dans ce domaine-là, ce qui me permet, je pense, de les accompagner au mieux avec mes propres armes et évidemment ma sensibilité artistique, qui est quelque chose qui ne s'apprend pas vraiment à l'école, mais qui se développe, comment dire, qui se développe en fonction de ses goûts personnels, de son accès au contenu, de ceux de sa famille, de son éducation, de plein d'autres choses. Donc voilà. D'accord. Et, c'était quoi le métier que tu rêvais vraiment de faire quand tu étais toute petite? Euh, je crois que comme tous les enfants, je suis passée par différentes phases. Je crois que j'ai cru vouloir devenir maîtresse d'école, en tout cas prof. Ça m'a poursuivi d'ailleurs en fac de philo, puisque j'ai failli effectivement poursuivre sur une CAPES, un agrég de philo après ma maîtrise. Mais donc il y avait ça, il y avait l'enseignement, et donc avec le goût de la transmission, et puis ouais, les métiers d'artiste, alors graphiste, et où voilà, si on pouvait vivre simplement efficacement du dessin, je pense que ça m'aurait convenu. Ça se situait entre les deux, quoi. Donc effectivement, pas vraiment ce que je fais aujourd'hui, mais encore une fois, tout est lié et finalement, je touche du doigt, je ne me verrais pas travailler dans un autre secteur que le secteur culturel pris au sens large, parce qu'évidemment, je travaille pour une majeure du disque, donc je ne travaille pas, on va dire, pour un musée ou un institut. Je travaille pour une très belle maison qui est Sony Music, qui vend des disques et des titres, des tracks. Donc on est sur il y a quand même effectivement une dimension essentiellement artistique mais commerciale. Mais pour autant, je touche de près tous les jours, quotidiennement. Je côtoie des artistes, des producteurs, des gens qui fabriquent de la musique. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dans mon parcours, que j'ai travaillé dans le cinéma, la musique ou d'autres types de start-up. Ça a toujours été ma ligne de fond, enfin mon fil rouge. Et c'est quelque chose que je quitterai jamais. Je pense pas ce métier. Par exemple, je ne serais pas responsable des réseaux sociaux ou des plateformes de la gestion des vidéos pour une marque de dentifrice, par exemple, ou une marque de grand public, on va dire, je pense. D'accord, ok. Et est-ce que tu as dû surmonter des obstacles, surtout en tant que femme, pour arriver jusqu'où tu es arrivée? Non, je parlerai pas d'obstacles parce que j'ai eu enfin, si, il m'est arrivé. Je pense que comme toutes les femmes, j'ai eu des contraintes ou des limites, des- comment dire, des choses qui n'ont pas été facilitées par le fait que j'étais une femme, mais plutôt par le fait que j'intégrais. Mais ça, c'est une question vraiment, vraiment complexe. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Je devais intégrer d'une manière ou d'une autre le fait que je n'avais pas mon mot à dire dans certaines situations ou en tout cas, c'est quelque chose, ces limites-là qui m'est apparu finalement assez tard et dont je me suis rendu compte finalement assez tard. Donc, mais j'ai quand même eu la chance de grandir et dans une famille où on m'a beaucoup fait confiance, on m'a beaucoup laissé la parole et du coup, et donc on m'a beaucoup demandé mon avis également. Donc j'ai pas de, je me suis, je pense, sentie autorisée très tôt à le donner, à le partager et à me sentir légitime dans ce que je pouvais dire ou faire, même si la question de la légitimité, elle est très compliquée, surtout, je pense, pour les femmes. Mais je dirais que donc ça a été facilité par ce contexte-là. Mais oui, il m'est arrivé de subir voilà, des formes de problématiques liées à mon genre, mais je dirais que ça se travaille, qu'aujourd'hui on vit enfin, le contexte actuel fait que on est tellement plus alerte sur cette question-là qu'on est plus à même de détecter de prendre en main ce sujet-là, de s'y confronter, et puis de se faire entendre quand on veut. Donc, oui, je dirais qu'il faut être vigilant sur le sujet, mais que le contexte est plutôt maintenant de plus en plus favorable. Donc, on continue
être, à se battre, mais à pas hésiter à faire, à faire savoir, voilà, enfin, pas se brider, quoi. Bah, c'est un sujet un peu compliqué, mais passionnant, mais ouais, effectivement, oui, oui, ça m'est arrivé. Et je pense que plus on a d'expérience, plus on a d'aplomb, plus on est reconnu dans son métier aussi, plus ça fonctionne. Mais il faut se trouver des alliés, quoi. C'est un peu ce que j'essaye de faire aussi chez Sony, c'est-à-dire effectivement identifier chez voilà, des jeunes recrues, des jeunes femmes, des jeunes hommes, d'essayer d'être un peu leur marraine, de faire connaissance, pour être plus à l'écoute s'il se passe des choses, voilà, essayer de créer des cercles vertueux comme ça de solidarité à un niveau, un petit niveau d'équipe, un plus gros niveau d'équipe élargie, etc., etc., pour qu'on se sente plus solide et autorisé à parler et à être écouté s'il y a un souci, quoi. C'est un peu ça, le D'accord. Ouais. nerf de la guerre. Il faut essayer de... Justement, tu nous parles de cercle de solidarité. Toi, qu'est-ce qui t'a été le plus utile dans ton parcours pour réussir? Euh, je pense, ce qui m'a été le plus utile, je pense que effectivement, c'est la chance que j'ai eue d'avoir une éducation très solide et ouverte sur la culture et le dialogue beaucoup, donc la parole, ce que je te disais tout à l'heure, et le fait qu'effectivement j'avais des parents extrêmement curieux, qui n'avaient pas beaucoup de moyens, mais qui m'ont ouvert à plein de formes de pratiques artistiques. D'aventures, de lecture, de marche, voilà, de choses qui m'ont permis d'éveiller, on va dire, vraiment de manière très vive mon sens de la curiosité. Donc, j'estime être quelque chose, voilà, qui m'a jamais quitté et qui est une qualité, enfin, en tout cas, quelque chose que j'essaie d'entretenir absolument. Donc ça, cette curiosité-là, ça m'a beaucoup aidé. Après, du coup, dans mon parcours, de continuer de toujours à côté de l'école et à côté du cadre que nous amènent voilà, les choses qu'on est dans les cours, les choses qu'on est obligé de suivre, de continuer à pratiquer moi-même, à avoir moi-même des activités personnelles régulières, de tenir dans la régularité, que ce soit dans le sport ou dans le dessin. Alors, effectivement, pas la musique en ce qui me concerne, mais en tout cas, une pratique personnelle et active et continue du dessin et de la création artistique en général, ce qui permet voilà, de se construire soi, de construire ses propres passions, de se singulariser aussi, de se sentir plus fort parce qu'avec voilà, des compétences qui nous sont propres et qui permettent encore une fois de nous ouvrir à davantage de choses. Donc ça, c'est ce qui m'a aidé le plus. Et ensuite, au final, effectivement, mon goût pour aussi quand même mon goût pour l'école et ces 2 années de classe préparatoire qui ont été difficiles, mais m'ont énormément appris. Et contrairement à ce qu'on peut penser, effectivement, à savoir que les carrières littéraires, enfin les études littéraires, les bacs L, l'art plastique, faire 2 ans d'études de texte, en fait, ça n'amène rien de concret. En fait, si, ça amène tout ce qui peut servir après dans le travail, c'est-à-dire encore, voilà, la méthode, la capacité de travailler pas mal, de réfléchir, d'analyser, de décortiquer une situation, d'écrire aussi, très important, avoir savoir voilà, écrire en fonction de qui on a, de l'information qu'on a à communiquer, de savoir la communiquer dans avec la bonne forme, le bon. Ça, c'est des choses qui m'ont été utiles et qui me seront utiles toute ma vie et qui sont vraiment des éléments fondateurs. Alors, je sais que c'est pas un parcours, je veux dire, on peut aussi évidemment très bien réussir sans passer par la prépa, c'est sûr, hein, il y a pas de problème, mais il faut des fois c'est vrai que des fois des choses ça aide aussi beaucoup de se faire un petit peu, voilà, de se faire un peu violence, entre guillemets, sur ce genre de parcours. Mais à côté de ça, je te dis, ça m'a aidé au même titre que m'a aidé toute ma partie plus perso voilà, de rapport à l'écriture, de rapport au dessin, de rapport à la pensée, qui est un truc complètement personnel, qui avait rien à voir finalement, enfin qui était complémentaire avec la prépa et les études, mais qui avait en somme que je développais à côté, quoi.
Donc, et ça, c'est accessible évidemment à tous avec les outils qu'on a aujourd'hui. Enfin, à l'époque, j'ai pas non plus, j'ai pas 85 ans, mais à l'époque où de mes études de mon lycée, c'était les tout débuts de. Enfin, même, toutes mes recherches, on les faisait sur livre. Tu vois, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cet accès-là. Aujourd'hui, on a quand même des outils qui nous permettent d'accéder directement à une foultitude de contenus et de tutoriels, de manières d'apprendre, voilà, qui sont autant d'opportunités. Voilà. Ce qu'il faut, c'est un cadre, en fait. C'est s'y tenir, c'est comme tout, c'est avoir une régularité et essayer au maximum de garder une ligne directive, même là-dedans, même dans les pratiques personnelles. Je pense que c'est important. Et de s'engager d'une manière ou d'une autre, même pendant les études, sur comme vous le faites vous avec Startup for Kids, Teens, de se construire soi-même en dehors du parcours scolaire, d'acquérir de l'expérience pratique qui sera quelque chose qui aura une valeur inouïe au moment où vous rentrerez dans le monde professionnel, parce que ce sera déjà une expérience qui sera tout aussi importante qu'une première expérience professionnelle, voire plus importante, parce que ça dit quelque chose de vous, aux recruteurs et aux gens que vous avez en face, qui est je pense, extrêmement qui est différenciante et donc extrêmement précieuse par rapport au poste que vous allez briguer, je pense. Ouais, j'espère en tout cas. Du coup, toi, tu as un parcours plutôt littéraire et artistique. Est-ce que tu penses qu'il y a un parcours type ou un parcours différent pour arriver... Bah, non, je pense qu'il n'y a absolument pas de parcours type. C'est vrai qu'on vit dans un pays qui, pendant très très longtemps, je pense que c'est encore le cas malheureusement aujourd'hui, mais c'est de moins en moins le cas. Regarde les CV ligne par ligne, pense en termes de grande école, d'expérience dans des grands cabinets de conseil, de stages qu'il faut absolument faire ci et faire là pour valider. Moi, dans le milieu dans lequel je travaille, la musique, aujourd'hui, la musique, elle a complètement changé de visage et les artistes d'aujourd'hui, il nous arrive de signer des artistes, de faire des premiers contrats, des artistes qui ont fait des millions de vues et de streams tout seuls chez eux, en posant une caméra, en enregistrant sur leur ordinateur, en posant une caméra dans la rue ou chez eux et en faisant un contenu ou deux, qui du coup nous montrent qu'ils ont su développer des audiences tout seuls, donc qui ont su se faire tout seul, et ça, et des gens pour les accompagner dans le développement de leur carrière. Aujourd'hui, on les recrute de partout. Ce qui compte, c'est l'expérience, entre guillemets, ou c'est l'expérience, c'est l'envie qu'ont ces gens-là de travailler sur ces sujets-là. C'est leur connaissance aussi très importante du genre musical ou de la musique dont ils parlent. Et cette connaissance-là, elle peut s'acquérir, elle s'acquiert pas à l'école, elle peut s'acquérir sur le terrain, elle peut s'acquérir directement auprès de ces jeunes artistes qui peuvent être des amis d'amis et qu'on peut accompagner d'une manière ou d'une autre, voilà, qu'on sait repérer. Elle s'accompagne aussi par l'évolution de son goût personnel, de son appétence pour cette musique-là. Enfin, tout ça fait il n'y a pas de parcours type dans le sens où le seul parcours qui compte, c'est celui des faits, des actions menées qui peuvent être de plein d'ordres différents et qui n'ont plus rien à voir avec juste combien d'années tu as fait dans telle maison de disques. Il nous arrive de recruter des gens qui étaient freelance pendant 5, 6, 7 ans, des managers d'artistes inconnus, mais qui avaient cette expérience-là qui nous intéressait, et qui du coup sont devenus aussi eux-mêmes des directeurs artistiques chez nous parce qu'ils avaient l'œil et ils avaient l'œil et la manière de parler aux artistes qui étaient intéressantes pour nous. Enfin, toute cette chaîne de compétences-là, elle ne s'acquiert pas spécifiquement dans une... Alors, l'école peut servir, le parcours scolaire peut servir dans le cadre... C'est vrai qu'il existe des masters aujourd'hui de management, des industries culturelles, de la musique, même, il y en a un, c'est précis, je crois que c'est à l'EMIC. Donc, il y a des parcours comme ça, il y a des formations comme ça qui peuvent venir structurer des passions, des envies, et qui peuvent venir amener des opportunités de stage, effectivement, ça c'est clair. Après, il y a plein de manières différentes d'arriver sur des projets, d'arriver en maison de disque. C'est vrai que les places sont très chères parce qu'en fait, il y en a peu, mais il est toujours possible de se singulariser, comment dire,
d'arriver à se faire recruter avec voilà, la bonne envie, la bonne énergie, les expériences marquantes et qui peuvent être de plein d'ordres. Il y a plein de profils différents en maison de disque aujourd'hui et c'est ça qui fait une des richesses de mon environnement et de mon travail, je pense. D'accord, super. Alors, tu nous dis qu'il n'y a pas de parcours type. Est-ce que toi, en revanche, tu as une journée type? Ouais, alors malheureusement, c'est un peu moins sexy que ça, que ça a l'air. Non, non, en fait, j'ai à la fois une journée type et en même temps, aucune journée se ressemble. C'est-à-dire que ma journée, elle est quand même orientée elle est organisée entre trois temps, on va dire. Je parle hors confinement, bien sûr, c'est-à-dire effectivement le traitement des mails, du flux d'informations continu qu'on reçoit. C'est vrai que je travaille au sein d'un département digital dans une grande maison de disques. Donc, on traite énormément d'informations. Je travaille avec tous les labels de la maison et il y en a 6 ou 7, il me semble, si je calcule bien, de tête, 5 ou 6. Donc, entre les mails de la maison locale et les mails qui viennent de nos différents bureaux internationaux, il y a une quantité d'informations qu'il s'agit voilà, de traiter, de trier, il faut répondre, il faut avoir cette capacité-là. C'est pas une capacité en soi, mais je veux dire, il y a ce temps-là, on va dire, du traitement des informations et des mails qui peuvent toucher plein d'aspects de son job différents. Hein, des longs mails d'informations, de data, de reports, comme voilà, des simples questions-réponses, oui, non. Il y a le temps des réunions, pas beaucoup, donc effectivement, les réunions avec les membres de mon équipe élargie, on est une vingtaine dans l'équipe digitale aujourd'hui, on couvre plein de métiers différents, avec la particularité de travailler avec tous les labels de la maison, hein, donc toujours la même chose, le métier du marketing, de l'influence, des réseaux sociaux, du planning stratégique, les métiers plutôt à vocation commerciale, donc la relation avec les plateformes vidéo et audio qui distribuent nos contenus. Donc tout ça prend du temps. Se voir, réfléchir ensemble à des stratégies communes, parler de certains projets plus que d'autres, parce qu'effectivement, il y a des projets qui vont être prioritaires, clés, sur lesquels on a besoin de passer plus de temps. Donc ça, il y a ce temps des réunions, il y a ce temps évidemment des réunions avec les labels aussi, pour comprendre leurs besoins, les accompagner au mieux, et dans la définition de leurs besoins et dans la réponse qu'on peut leur apporter, donc par rapport à nos expertises différentes. Donc moi, sur la vidéo, ça va être les accompagner, pour YouTube en particulier, sur la bonne stratégie, avec le bon message, le bon contenu, le bon timing de diffusion, la bonne analyse des résultats, voilà, les accompagner dans ce travail-là en fonction des projets, toujours en essayant de faire du sur-mesure avec mon équipe, bien sûr. Donc il y a ce temps-là des réunions avec les labels. Il y a les réunions aussi avec les partenaires extérieurs, donc qui viennent nous rendre visite, avec qui on discute de projets, des fois de projets, des fois de la plateforme dont on s'occupe en général. Et puis il y a aussi les tournages. Donc on a monté chez Sony il y a un an, pardon, un studio d'enregistrement vidéo et photo, donc où on essaye voilà, de répondre à ce besoin qu'ont les artistes aujourd'hui de produire et de livrer sur leurs réseaux sociaux et leurs plateformes vidéo, et ils sont de plus en plus nombreux, de livrer en continu des contenus, donc non plus que du clip, mais des interviews, des making-of, des docus, des petits lives, des choses qui sont pareil conçues par nos équipes, qu'on essaye de tourner, de produire en interne. Donc, il y a toute cette partie-là. Et là, effectivement, c'est la partie la plus... Enfin, il y a plein de parties fun, mais c'est vrai que c'est une partie sympa d'arriver à ce moment-là du tournage, quand on a travaillé pendant quelques semaines sur... voilà, quel serait ce contenu qu'on va filmer au studio, quel objectif on se donne, où est-ce qu'on le diffuse, quand, voilà. Et puis la rencontre, en tout cas le tournage avec l'artiste est une partie intéressante. Donc, je dirais, il y a ces trois piliers-là, pas dans le même ordre chacun tous les jours, mais il y a toujours un peu ces moments-là, voilà, qui reviennent. C'est un peu ça ma journée type. D'accord, ok, super. Et avant de passer aux questions des internautes, est-ce que tu as des conseils pour les jeunes qui veulent aussi qui veulent exercer ton métier? Je dirais se tenir, vraiment développer, évidemment écouter, être à l'affût
tout ce qui se fait se donne à voir et à entendre en musique via les plateformes qu'on connaît. Donc, du coup, YouTube, Spotify, être Deezer, Napster, être incollable sur les tendances, on va dire, de ce marché-là, les artistes qui émergent, les formats qui nous plaisent. Quand on voit une vidéo, affûter son œil et son oreille. Qu'est-ce qu'un bon son, qu'est-ce qu'une bonne vidéo, observer un petit peu ce qui se passe sur les audiences de ces contenus-là, comment est-ce que la carrière de l'artiste elle se développe, essayer d'affûter son regard un peu sur à la fois le milieu et à la fois les tendances là. Et puis essayer soi-même de peut-être de commencer à avoir des premières expériences qui peuvent être bénévoles, ou en tout cas des expériences peut-être d'écriture autour de la musique, d'enregistrement de podcasts, enfin, voilà, de commencer à mettre un pied dans le bain, entre guillemets, de manière autonome, ou d'accompagner un pote de pote justement dans la production de contenu pour ses réseaux sociaux, ce genre de petites briques qui, mis bout à bout, peut former une expérience qui sera en quelques années valorisable sur un CV, en plus effectivement d'essayer de suivre un parcours étudiant qui soit en phase avec ses objectifs. Donc s'il existe, c'est l'idéal bien sûr, s'il existe un BTS, un master ou toute autre formation diplômante en lien avec son domaine, voilà. Et puis faire des stages aussi le plus possible, être au contact des personnes qu'on admire dans le métier ou qui en tout cas chercher à l'être, pour pouvoir multiplier les expériences quelles qu'elles soient et garder sa passion intacte, parce qu'il en faut. C'est un métier où on travaille pas mal et avec une matière première qui est les artistes, qui est passionnante, mais qui est comme toute matière première sensible, des fois enfin, euh, à manier avec précaution, on va dire. Mais voilà, donc affûter sa sensibilité, sa connaissance, ses compétences, son réseau, voilà, et développer soi-même de son côté, commencer à développer des petites expériences le plus possible. Je dirais ça. D'accord. Bah, merci beaucoup en tout cas. Et on va passer aux questions des internautes. On a une question des Cinéji qui nous demande si vous travaillez principalement avec les labels ou aussi avec des artistes indépendants. Alors, comme on est une maison de disques, donc en France, il y a trois majors, il y a trois grosses maisons de disques, on va dire, qui sont les majors de disques. Il y a Sony, Warner, Universal. Donc nous, par définition, on n'est effectivement pas les indépendants, on est les majors. Donc nous, on signe des artistes, donc on signe des artistes pour développer leur carrière. Donc on les signe sous un label. Donc effectivement, j'entends par label des marques qui, au sein de chez Sony Music, au sein de la maison Sony, vont travailler sur les carrières d'artistes. Donc on va dire d'artistes Sony. Ces labels chez Sony, il y en a deux que vous connaissez peut-être, qui sont les plus gros, qui sont RCA et Columbia, qui sont des labels historiquement américains, mais dont il existe des filiales dans la majorité des pays Sony dans le monde. Donc nous, on travaille effectivement, à partir du moment où on signe ces artistes, ils ne sont plus considérés comme indépendants, sauf, mais là, je vais amener une nuance un petit peu délicate, donc je ne sais pas si ça sera très compréhensible, mais grosso modo, il existe trois types de contrats qu'on peut signer avec des artistes en maison de disques: les contrats d'artistes, les contrats de licence et les contrats de distribution. Dans le cas des contrats de distribution, où grosso modo, on ne fait que, entre guillemets, distribuer les contenus que eux-mêmes produisent, réfléchissent et voilà, produisent financièrement, on ne fait que les distribuer via nos flux en magasin ou sur les plateformes. Donc dans ce cas très précis de contrat-là, de distribution, on considère effectivement que les artistes restent indépendants, puisqu'ils ne nous confient que cette partie-là qui est la distribution. Mais dans les deux autres cas, où la maison de disque a un rôle beaucoup plus impliquant dans le financement des contenus, dans la direction artistique des projets, dans leur fabrication, dans la production même de ces contenus audio et vidéo. Là, on considère que non, ces artistes du coup sont des artistes on va dire, liés à la major, même si bon, il existe pas mal de nuances. Là, je fais un espèce de résumé, mais voilà. Mais après, effectivement, les artistes qu'on signe,
sont, à moins qu'on les récupère d'autres maisons de disques, ça arrive aussi, mais les artistes qu'on développe, qui partent, entre guillemets, pas de rien, mais d'eux-mêmes, et des fois c'est pas rien, bah, ce sont des artistes effectivement indépendants qui ne le sont plus, mais tout le monde a été, tous les artistes ont été indépendants à un moment donné, quoi. Certains veulent surtout, j'oublie ce truc qui est très important, mais certains veulent le rester coûte que coûte, et c'est un choix qu'on comprend évidemment totalement, hein, c'est-à-dire qu'ils veulent rester maîtres entièrement de tous les aspects de leur projet et de leur carrière, et auquel cas, effectivement, ils ne signent pas avec des maisons de disques comme la mienne. D'accord, ok. Super, bah, merci. On a une question de Véronica qui nous demande, de votre point de vue, quelles sont les qualités pour réussir à s'épanouir professionnellement? Quels sont les pardons? Excuse-moi, j'ai pas. Les qualités pour réussir à s'épanouir professionnellement. Je pense qu'il faut, alors évidemment, faire un métier, évidemment choisir un métier parce qu'on aime ce qu'on y fait, enfin choisir un métier parce qu'on, bah, oui, je sais pas comment dire ça sans le dire de manière naïve, mais non pas forcément choisir un métier passion, mais vraiment faire un métier qu'on aime, quoi. Je pense il faut vraiment très clairement éviter de, 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 de faire à la fois je dis ça et en même temps je pense que moi j'ai choisi de m'orienter plus spécifiquement sur la communication et le digital parce que c'était des applications concrètes qui allaient permettre de vivre et de payer mon loyer, donc par rapport à une carrière artistique qui était moins certaine, donc je peux pas non plus dire que pour s'épanouir professionnellement on doit pas choisir son métier pour des raisons pécuniaires, mais il ne faut pas que ça soit juste ces raisons-là, sinon on risque de se fatiguer très vite et d'avoir une vie très triste. Je pense qu'il faut effectivement exercer un métier, ou en tout cas dans un domaine qu'on aime, et qui nous permette de conserver sur le long terme et sur les années l'énergie et du désir pour ce qu'on fait, qui nous maintiennent, quoi, qui nous maintiennent dans cette passion-là. Et il en faut, parce que c'est quand même beaucoup, quand on veut bien faire son travail, faut le faire faut quand même le faire avec le cœur, quoi. Sinon, après, on peut être passionné par beaucoup de choses, hein. J'ai des amis comptables qui sont absolument passionnés de comptabilité et qui ne se verraient pas faire autre chose. Bah, ils sont très bien dans ce qu'ils font. Donc, il faut suivre quand même concrètement son instinct, même si c'est parfois plus dur au début. Enfin, entre guillemets, des fois, il y a des métiers effectivement pas faciles à intégrer, mais si on a la passion intacte, la volonté, il y a ça, et puis le travail, quoi. Je pense que ça, là-dessus, ne pas être, enfin, se donner un cadre et travailler sans relâche. On a rien sans rien, ça c'est sûr. Et il n'y a rien de fou, de magique et de super cool qui arrive en foutant pas grand-chose, quoi, concrètement. Donc, ouais, il faut avoir ce goût-là quand même, je pense aussi. Travail et passion. D'accord. Et puis aussi, ce qui permet de s'épanouir professionnellement, c'est aussi comment on s'épanouit à côté. Ça, je pense que c'est très important aussi. Comment est-ce qu'on amène dans sa vie professionnelle des éléments de sa vie personnelle qui vont nourrir sa vie professionnelle et vice-versa. C'est d'avoir un œil, garder un œil ouvert sur le monde extérieur, sur d'autres problématiques, déjà pour pouvoir se décentrer, relativiser certaines choses et puis pour pouvoir amener toujours en permanence un regard neuf ou un peu d'air frais sur ce qu'on fait au quotidien pour ne pas rentrer dans un cercle vicieux de morosité, d'ennui ou j'ai déjà tout fait ou je sais déjà faire, etc., qui est un sentiment qui peut vite arriver, ce truc de tourner en rond, quoi. Ouais, Je ok. pense. Bah, merci beaucoup. On a une question d'un spectateur anonyme qui nous demande, comment puis-je faire un stage chez Sony? Comment pourrais-je faire un stage chez... Eh ben, alors en vrai, il y a il y a alors il y a les annonces qui sont postées dès qu'on a de toute façon un poste de stagiaire à pouvoir. On publie une annonce à la fois sur tous les sites de type offre d'emploi, de type même dans le domaine de la culture, donc IRMA, les sites des grandes écoles, mais pas que, LinkedIn. Il me semble aussi qu'on doit poster les annonces de stagiaires, et évidemment le site de Sony Music. Donc, il recense de manière exhaustive tous les postes à pourvoir, hein, qu'ils soient stage, CDD ou CDI. Donc, ça, c'est une première étape. Et ensuite, effectivement, envoyer, en tout cas, ne pas négliger la partie CV et lettre de motivation, même si elle est très, très courte. Il paraît qu'il se dit qu'on ne lit plus les lettres de motivation, c'est pas vrai. Moi, en fait, je les lis aussi justement pour vérifier que ça n'a pas été envoyé juste pour être envoyé. Et si par exemple une lettre de motivation
c'est une lettre générique, on a juste remplacé le nom de la boîte par Sony Music. Pour moi, c'est directement, je préfère à la limite dans ces cas-là qu'on n'envoie rien, parce que c'est rédhibitoire, ça veut vraiment dire qu'on a envoyé. Alors, je sais que c'est facile à dire, parce que des fois, on fait 10 000 candidatures pour recevoir de réponses, mais il faut vraiment essayer, autant que faire se peut, de personnaliser son envoi. Et puis, évidemment, essayer de trouver, ça c'est pour les plus débrouillards, essayer de trouver quand même une porte d'entrée dans la boîte qui peut peut-être être des fois un accélérateur, même si on regarde tous les CV qu'on reçoit, un accélérateur d'embauche, entre guillemets, un ami d'amis ou sur LinkedIn, ça peut être aussi... je reçois assez peu de demandes de stage via LinkedIn, mais ça pourrait être c'est potentiellement quelque chose qui peut être intéressant, quoi, de solliciter directement la personne, en fait. D'accord. En fonction de son profil, quoi, quitte à ce que ce soit pas la personne. Ouais. Donc ça, et puis effectivement, par contre, le truc qu'il faut pour avoir un stage chez Sony, mais je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres boîtes, c'est forcément un stage qui est conventionné. Donc c'est un stage qui doit s'effectuer, qui doit être obligatoire dans la formation qu'on effectue à l'université ou en école, ou en BTS. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est à savoir. Ça peut pas être, du coup, c'est pour éviter un peu les boîtes à stage, les choses voilà, qui sont pas... ça doit être une formation diplômante et ça doit être un stage obligatoire. Voilà. D'accord, ok. On a une question indiscrète d'un spectateur anonyme. Alors, combien gagnez-vous environ? Il y a marqué question indiscrète. Question indiscrète. C'est quoi? J'ai pas compris. Combien gagnez-vous environ? Ah ouais, ça, je peux pas vraiment en parler. Je pense que c'est Ah, compliqué. Mais disons que je peux te dire que j'ai commencé... Après, moi, j'ai commencé à travailler chez MySpace en 2007. Je gagnais environ 2 000 € par mois. Et ça a monté depuis. Mais c'est pas des... Comment dire? C'est pas des carrières où... Je veux dire, je suis pas trader, je suis pas banquière, quoi. C'est clairement pas, on le fait clairement pas par amour de l'argent. Encore une fois, on est plus dans des métiers passion. Donc, je gagne évidemment beaucoup mieux ma vie aujourd'hui. Je suis pas du tout à plaindre et je suis contente de ce que je gagne. Et voilà, mais, euh, mais voilà, après, le contexte a changé. Je sais que c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes aujourd'hui de, de, de trouver un CDI dès qu'ils commencent à travailler. Je sais qu'on enchaîne un petit peu les CDD, les expériences, donc voilà, le contexte il est différent. Je peux pas dire il faut pas regarder le salaire d'embauche parce qu'en fait c'est débile et que c'est hyper important quand même ce qu'on gagne. Donc il faut essayer de négocier au maximum et puis en fait d'être le meilleur pour pouvoir se rendre indispensable et pouvoir derrière après négocier des meilleures conditions. Mais c'est vrai que puis même, je ne sais même pas d'ailleurs les salaires d'entrée chez Sony aujourd'hui. C'est pas, c'est pas, tout dépend en fait. Je dis ça, mais, euh, mais voilà, c'est un métier passion, donc où il faut se battre un petit peu pour y rentrer. Une fois qu'on y est, on y est très bien et on peut faire plein de choses et s'éclater et progresser. Et voilà. Mais c'est pas des métiers où on est extrêmement bien payé, mais on est valorisé, enfin, disons qu'on gagne aussi beaucoup de choses ailleurs que dans le salaire, on va dire. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a tous les à côté trop cool, les concerts, à commencer par les concerts, les événements, les disques aussi, les vinyles. Bon, il y a quand même plein de trucs super qui viennent nourrir, on va dire, aussi, euh, en plus des euros à la fin du mois, qui comptent beaucoup aussi. d'accord, ok. Ah bah, merci beaucoup pour vos réponses. Est-ce que vous avez encore le temps d'une question? Bien sûr, bien sûr. On a passé... Pas, on peut, pas de Je problème. Du coup, on a une question d'un spectateur anonyme encore. C'est la dernière que je vais vous poser. Est-ce que vous pensez rester chez Sony encore longtemps? Ben ouais, enfin, je sais pas si je compte y rester encore longtemps, mais en tout cas, tant qu'on me propose, et ça j'en ai pas parlé, mais mon poste il a effectivement pas mal évolué depuis que j'y suis, donc depuis 6 ans. 6 ans, ça peut paraître beaucoup, mais en fait,
c'est assez peu quand on évolue. J'ai commencé en remplacement de congé maternité avec un petit CDD. D'ailleurs, du coup, dans un sens, voilà, on peut aussi commencer par rentrer par la petite porte, entre guillemets, et faire carrière, ça existe, c'est cool. Même si, évidemment, j'avais de l'expérience avant, hein, je ne suis pas rentrée toute fraîche là-dedans. Mais... Donc, en remplacement de congé maternité, juste pour quelques mois. Puis, j'ai été recrutée en CDI, puis j'ai remplacé ma supérieure hiérarchique qui est partie ailleurs. Donc, je m'occupais essentiellement des comptes, de la gestion des comptes vidéo, donc YouTube et Vevo. Et ensuite, mon poste a évolué. Je m'occupe aujourd'hui toujours de cette partie-là des exploitations vidéo, mais aussi du développement des nouveaux contenus, donc nouvelles écritures, donc vidéos un peu plus longues, des documentaires, des contenus alternatifs, des podcasts aussi. On essaie de développer l'offre podcast chez Sony. On travaille beaucoup sur le sujet. Donc, du coup, de ce point de vue-là, non, je considère que ça fait pas longtemps que je suis chez Sony, en tout cas, et que je continue à apprendre plein de choses. Et tant qu'on me filera, que j'aurai la chance de travailler sur des nouvelles missions et que ce que j'y apporte est intéressant et que ce que je fais est cool, je resterai, quoi. Il n'y a pas de raison, en tout cas, de partir tant que, voilà, encore une fois, tant qu'il y a des choses à faire, à inventer, à amener au label, des nouveaux artistes, on en signe tous les jours, des nouveaux projets, il y en a tous les jours. Il n'y a pas de temps mort, en fait. C'est ça qui est génial. Et du coup, honnêtement, il peut se passer, je peux trouver un truc super demain et potentiellement partir comme rester encore des années et des années chez Sony si le cœur m'en dit et surtout si on veut bien de moi. Parce que voilà. Mais non, voilà. Je ne peux pas dire à l'avance, quoi. Ok. Et j'ai une toute dernière question avant de vous quitter. Pour vous, quel est le futur de la question pardon, le futur de la musique? Encore un spectateur anonyme. Ah, waouh, c'est c'est vaste comme question. Je pense que les artistes vont avoir de plus en plus de poids et vont avoir de plus en plus des audiences de plus en plus importantes. La consommation de musique sur le digital ne cesse d'exploser, que ce soit sous forme de vidéo ou sur l'audio. C'est sûr que voilà, les chiffres chez les streamers sont de plus en plus importants. Il y a des évolutions. Les artistes, je pense, auront toujours des choses intéressantes à dire. Il y a des trends qui vont changer, ça c'est sûr. Donc la musique du futur, c'est déjà maintenant. Enfin, je veux dire, tous les 4 matins, tous les mois, il y a une nouvelle tendance. Et finalement, ce qu'on écoutait il y a 2 semaines et demie, c'est plus vraiment d'actualité. Donc, les modes s'enchaînent de manière très rapide. J'ai l'impression que les artistes et leurs entourages sont de plus en plus autonomes dans plein d'aspects de la production artistique. Après, nous, on affûte aussi notre expertise à leur contact, mais on essaye évidemment de consolider aussi notre légitimité, nos apports en essayant toujours de réfléchir aux nouveaux services qu'on peut amener aux artistes, à ce qu'on peut, en gros, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux en dehors de la musique pure, en service annexe, en merchandising, en relation avec les marques, en création, en mise en relation avec des compétences et des domaines extérieurs, je pense au cinéma. Enfin, on essaie de réfléchir à comment nous, en fait, on peut, en tant que maison de disques, devenir une super méga société de services qui permettent d'optimiser l'existence, c'est-à-dire vraiment le talent oui, le talent artistique et la singularité de nos artistes et de prendre cette base-là et de le faire fructifier, d'en faire quelque chose d'énorme, quoi, du plus large, le plus large possible. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, et je pense que la musique dans le futur, toujours des nouvelles tendances, des nouveaux artistes. Il y en a qui vont rester, il y en a qui vont partir. La consommation, c'est une question assez large, quoi. La consommation, elle va évoluer aussi beaucoup. Les plateformes vont sans doute beaucoup évoluer. Enfin, on voit évidemment l'impact des plateformes comme TikTok et Thriller sur nos business, sur la manière dont on accompagne nos artistes. Il y a encore quelques mois, quelques années, il n'en était pas question. Aujourd'hui, elles sont devenues incontournables, elles drainent des millions de... Donc, voilà, je pense qu'on va aller... oui, ça va évoluer comme ça, une espèce de cercle de cycle où tout se remet en question un peu tous les jours, mais où le socle, la matière artistique,
elle, voilà, sera toujours notre matière première et sera toujours ce qu'on ira chercher chez les artistes et ce qu'on ira travailler tous ensemble avec des nouveaux métiers, des nouvelles compétences, des nouvelles expériences. Voilà, c'est un peu ça. Bah, merci beaucoup pour tes réponses. C'était super intéressant. Merci Oriane, mais merci à tous pour les questions, c'était très chouette. J'espère que ça vous a aidé. Et si vous avez des questions, évidemment, des sujets que vous voulez aborder, ou vous pouvez m'écrire. Je crois que tu as mon mail, Oriane, tu peux partager, bien sûr. Tu partageras avec tes Et réseaux. voilà, et je tâcherai d'y répondre. Et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions, si vous voulez des informations. Il n'y a aucun problème pour faire le suivi, une demi-heure ou trois quarts d'heure, c'est court pour aborder tous ces sujets-là. Mais en tout cas, le message, c'est il faut s'accrocher, faut travailler beaucoup et il faut continuer à se, voilà, à se singulariser en tant que personne et voilà, à travailler sur soi, ses compétences, ses goûts, ses passions, et à garder cette partie-là vraiment intacte voilà, pour arriver à ce qu'on veut faire et à ce qui on a envie d'être, quoi. Et pour prouver et pour montrer aux autres que oui, ça vaut le coup de compter sur nous. Merci Voilà. beaucoup, c'était super. Merci Anna. Et on se revoit la semaine prochaine avec Nasfa qui va interviewer Wassila Massoui qui travaille chez Pylone et ce sera tout aussi intéressant. Merci beaucoup. Salut, au Salut. revoir.